Alors, pour l'instant, pour le crypto total, il y a un truc qui est en train de se passer là, qui est plutôt, j'ai envie de dire, plutôt intéressant sur ce début de semaine. C'est, la bataille avec la moyenne mobile 200, autour des 900 milliards de capitalisation. On est juste en dessous ce soir. Donc, on a les acheteurs qui, malgré tout, essaient de défendre coûte que coûte les derniers supports, les dernières zones qu'on puisse défendre, puisque, comme on l'a vu précédemment, ensuite, on a les 770 milliards et si tout ça, ça lâche, ben, on part littéralement à la cave. Donc, pour l'instant, ça n'est pas fait, mais c'est vrai que, bah, ne serait-ce que quand ce matin, je partageais un graphique en inversé, pour n'importe qui fait un peu d'analyse technique, on a plutôt l'impression que ça veut pump en ce moment que l'inverse. Ce qui voudrait dire donc que ça baisse de ce côté-là. Donc pour l'instant, on en est là, 900 milliards. On n'a pas changé ni les fondamentaux, qui à mon sens pour le marché crypto continuent de se développer même au sein de ce bear market. On n'a pas changé non plus pour autant les fondamentaux qui ne vont pas dans notre sens en ce moment, à savoir un marché US qui se cherche avec la Fed qui petit à petit continue de monter les taux encore et encore pour essayer de faire en sorte que l'inflation d'ici Noël 2022 ne soit plus qu'un lointain souvenir, même si j'ai quand même du mal à m'imaginer que ça soit si facile que ça. Donc voilà, globalement, un automne aussi où il faudra commencer à voir un peu pour la crise potentielle énergétique en Europe. Ça fait beaucoup de choses qui pèsent sur les marchés et qui, pour certains, créent ce climat de tension assez perceptible, notamment sur les réseaux sociaux. Donc pour le marché crypto, statu quo, on est toujours dégradé, mais on sent qu'on se raccroche aux dernières branches sur les niveaux sur lesquels nous nous trouvons. Le crypto total des altcoins, pour sa part, c'est 528 milliards aujourd'hui. On n'est pas encore revenu tester la moyenne mobile 200 et on a un très gros support qui nous tend les bras juste en dessous. Donc ça se trouverait globalement entre 425 et 460 milliards pour les altcoins qui, là aussi, au travers du temps, quand on observe la dominance de Bitcoin, ont tendance quand même à prendre des parts de marché. Et comme tu l'as souvent dit, Marc, peut-être qu'encore au prochain cycle, effectivement, on continuera de voir Bitcoin perdre des parts de marché, mais continuer de grossir lui-même dans un gâteau qui, on l'espère, sera toujours plus gros au niveau de la capitalisation totale. Bitcoin lui-même. Ouais. Non, non, vas-y, je réagirai. Non, mais si tu veux rajouter un truc, n'hésite pas. Hein. Non, moi je trouve le price action sur la Bitcoin dominance assez intéressante. Là, ces derniers moments, là, puisqu'on a eu un peu une vente sur Ethereum suite au merge. Et du coup, tous les maxis qui disent ah bah il est où le flippening, etc. Je pense que ça va se retourner contre eux, dans le sens où c'est rare, c'est souvent le contraire qui arrive. C'est-à-dire quand tout le monde dit que le flippening va arriver, Bitcoin se réveille et dit qui est le papa. Et là, je suis en train de voir l'inverse, donc assez intéressant. On va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Et je pense qu'il y a vraiment alors, bon, on n'aime pas quand ça baisse, etc. Mais je trouve que, moi, la baisse, pour l'instant, on peut lui trouver des bonnes raisons. Donc, c'est assez, entre guillemets, tranquillisant. La première bonne raison que moi, je lui trouve, c'est entre guillemets un sell the news, mais pas un sell the news comme on avait l'habitude avant, ou du style on fait FOMO tout le monde et quand la news arrive on vend. Plutôt un sell the news qui est dû à tous les gens qui ont joué l'airdrop au niveau d'Ethereum Proof of Work, et on l'a vu qu'il y en avait énormément parce que tous les Ethers étaient empruntés sur tous les sites de lending. Sur AAV on est monté à des 70%. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui ont joué, à mon avis, l'airdrop d'Ethereum Proof of Work et qui ont même été jusqu'à, à mon avis, acheter de l'Ether pour en avoir et pour pouvoir passer. Et ça n'a pas du tout marché. Putain, et ça n'a pas du tout marché, quoi. Il y a eu une hypergravité sur le chart d'Ethereum Proof of Work. Je ne sais pas s'il est dans TradingView. Je pense que ça mérite même pas d'y être, mais on a eu un coin qui allait chercher du pétrole immédiatement. Il n'y a même pas eu un petit peu le scam pump. Moi, je m'attendais à un scam pump au début, histoire que les whales
essaye de psyops les retails en disant hey, regardez, ça va trop marcher, c'est road to $1,000. Bah, que dalle. Les mecs, ils sont arrivés, Mais ils ont dit comme des bâtards. Il y a eu ça un petit peu parce que le truc a pumpé au début, je crois, jusqu'à $30. Et en fait, à mon avis, la pression vendeuse était telle que il n'y avait jamais assez d'acheteurs pour faire un semblant d'équilibre. Et là, j'ai pas regardé à combien on en est sur Ethereum Proof of Je Work. crois qu'on était à $12 ce matin. On n'est pas. Ça avait bien plus baissé, non? J'avais vu des 5, 6, 8 passer sur le Discord. Ah, on Ah, est je déjà sais. à ces prix-là? Putain, Ouais, c'est ouais, génial. ouais, ça s'est complètement pété la gueule. Hein. Non, à mon avis, ça va. Bah, là, pour le coup, ça va à 3,50 zéro. la mèche, Ah on nous dit oui, dans le chat. on est à Ah ouais. 5,7 là. Ah oui, non, bah, le truc est mort. Ouais. Allez, ciao. Donc, Merci, bye bye. ouais. En fait, ce qu'il faut Bah, bien on comprendre, est- les amis, c'est que le hash rate, ça a un coût. Et c'est-à-dire que bah, y avait un hash rate sur Ethereum. Et ce hash rate est allé se répartir. Alors, les mineurs qui n'ont pas arrêté de travailler sont allés se répartir sur les autres altcoins proof of work. Donc, Ethereum classique a multiplié par 5 son hash rate en quelques jours. Ethereum Proof of Work essayait de draguer les mineurs pour aller récupérer du monde. Ravencoin en a beaucoup profité. Je pense qu'on a déjà parlé de tout ça pendant une émission sur le merge. Mais le truc, c'est que l'économie Proof of Work ne permet pas de payer le hash rate actuel qui existait au moment d'Ethereum. Pourquoi? Parce que les coins, elles cherchent du pétrole. Donc, les mineurs, ils chopent des trucs. Et dès qu'ils arrivent à choper un bloc, ils le vendent. Et forcément, ça a un effet pervers. Et on a Ethereum classique qui a pris cher aussi, qui avait pump énormément et qui là est en train de chercher du pétrole. Et ça, et ça, effectivement, donc voilà, je pense qu'en termes d'action de prix, ça a vraiment, comment dire, eu un impact. Et un deuxième impact qu'on a eu, à mon avis, sur la baisse d'aujourd'hui, je t'ai envoyé un tweet, CM, dans le chat, si tu veux cliquer dessus. Je trouve que c'est très visuel. La deuxième raison, c'est que les mineurs vendent. Et donc ça, en règle générale, ça ne pardonne pas. Ça a une vraie action baissière sur le prix. Mais chose intéressante, c'est que les mineurs vendent peut-être pour la dernière fois. Et une fois que cette pression vendeuse-là aura disparu, elle aura disparu pour longtemps, à jamais. Et donc, c'est à mon avis, ça, ce sera le top départ d'une tendance haussière et d'un retournement de tendance. Donc, je ne veux pas trop m'avancer. Là, je parle d'Ethereum. Je parle uniquement d'Ethereum. Il y a vraiment on va le voir. Tu vois le tweet que je t'ai envoyé, Sam? Oui, mais si je dois le partager, il faut que je coupe cet écran pour switch sur l'autre. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Je vais vous le mettre dans le chat. J'essaierai de le partager dans la prochaine émission. Ouais, non, mais voilà, ceux qui veulent aller le regarder, je l'ai partagé dans le chat. Et donc, au final, voilà, ça vend. Et ça, franchement, ça a une action de prix parce que la vente est sévère. Donc voilà, pour moi je pense que c'est la fin de l'industrie du proof of work. Alors, je mets bien sûr de côté Bitcoin. Bitcoin, c'est un monde à part qui a sa propre industrie. On parle pas de complètement autre chose. Mais aujourd'hui, tu as énormément de puissance de calcul qui est disponible et une économie pour la soutenir qui n'est insuffisante dans un marché qui est morose et qui n'est pas là pour soutenir forcément des mineurs. Et du coup, on rentre dans ce qu'on appelle la théorie du survivant, qui est un principe assez connu, qui a été exploré pendant longtemps chez Bitcoin et mis en application durant des bear markets précédents. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a trop de hash rate par rapport entre les coûts de ce qu'il faut miner, le coût du mining et la rentabilité de ce mining, l'équilibre se fait quand les gens commencent à crever. Et c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais c'est-à-dire que tous les gens qui sont pas rendables au début, ils vont prier, ils vont essayer de s'accrocher, etc., jusqu'au jour où ils font faillite, où ils sont obligés de revendre leur truc. Et ça va avoir un effet de baisse du hash rate progressif, jusqu'à on arrive à un point d'équilibre où en fait suffisamment de gens sont morts pour que ceux qui ont tenu le coup suffisamment longtemps aient assez de ressources et assez de revenus pour continuer à exister. Et ça peut durer des mois, ça peut durer des années, ça peut durer assez longtemps ce processus-là, mais c'est un processus qui est brutal. Si vous êtes mineur
et que vous ne nous avez pas écouté quand on vous a dit il y a 6 mois, faut vendre vos cartes graphiques, c'est autre chose. Bah, il est temps d'arrêter, les gars. A priori, Ouais, vous avez les balles sont contre vous. C'est-à-dire que quelques acteurs survivront, mais seulement des acteurs de taille industrielle qui ont accès à une électricité gratuite et qui ont vraiment des économies d'échelle. Là, le mineur particulier, c'est terminé. Là, c'est fini. Ça n'existe plus. Et j'ai même vu sur Twitter des gens qui claquaient des fesses également pour Bitcoin, parce que si on a une baisse trop importante, il y a des gens quand même qui se demandent si le mining, entre guillemets, ça reste rentable, la sécurité du réseau, etc. Les mêmes choses que d'habitude. Alors, je suis d'accord que je pense que pour Bitcoin, la question se pose pas vraiment, mais pour le reste, c'est possible. D'ailleurs, je crois que Sam, je t'ai vu partager dans les émissions, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, un graphe de Nvidia. Est-ce qu'à ton avis, le merge a une action directe sur Nvidia? Moi, je pense que c'est le short du siècle, là. C'est un peu la double peine en ce moment pour Nvidia, parce qu'ils ont des partenaires historiques comme EVGA qui vont arrêter purement et simplement la production de cartes graphiques, et le tout avec les mineurs aussi. Mais bon, les mineurs, ils ont eu le temps de s'y préparer. L'info, elle n'est pas parue du jour au lendemain. Mais bon, c'est sûr que les 2-3 dernières années, quand tout turbinait à fond, même depuis 5 ans pour Ethereum, il y a plein de gens qui ont été intéressés pour acheter des cartes et des cartes et des cartes, et pour se faire son petit truc à domicile. Mais bon, voilà, c'est une ère qui est en train de changer, et puis on prend les choses comme elles viennent, et je trouve que c'est bien aussi d'évoluer, quoi. On va voir la différence, on va voir les points positifs, les points négatifs qui peuvent apparaître. Et puis voilà. Donc pour la Bitcoin dominance, effectivement, pour l'instant, statu quo, autour de 40-41%, tandis que du côté de Ether, on se reprend légèrement. On était en quasi négatif ce matin, autour de 18, on a 18,35. Donc pour l'instant, voilà, toutes les capitalisations se maintiennent, j'ai envie de dire, là où elles sont. Le DXY, le dollar 109,63, toujours chaud, mais toujours divergent au niveau du RSI. On n'a plus de force sur ce bon vieux dollar qui, même au niveau du MACD en haut, vous voyez, on est en train de typiquement former le haut de ce qui pourrait derrière retomber, et plutôt fort. Donc j'attends à tout moment que la Fed déclenche sa dernière hausse de taux magistrale là, et que le marché se dise derrière, ouf, on va enfin voir l'inflation reculer une bonne fois pour toutes. Mais voilà, globalement, c'est dans 48-72 heures, c'est mercredi, je crois. Pour nous, Européens, c'est mercredi. Ouais. Donc là, ça risque de retanguer d'ici sur cette semaine en cours, d'ailleurs. Mais voilà, à voir ce qui va être décidé. Et sachant que je suppose, quand bien même ils iraient très fort dans ce sens-là, des taux directeurs, cette hausse continue, et d'essayer de juguler au plus rapidement pour éviter une quelconque récession, bien que voilà, certains jouent déjà un peu sur ces termes-là. Derrière, ça ne les empêche pas justement de reculer, voire de nouveau de revenir un peu plus tard lorsque la situation se sera normalisée à la planche à billets, pour essayer de donner un petit shoot à une économie qui, depuis plus d'un an, peut-être un an et demi d'ici 2023, aura été sacrément malmenée. Donc, je m'attends à tout avec les États-Unis, mais voilà, on en est là. Il nous reste encore quelques montées de taux à faire passer. C'est l'inflation. Le pic de l'inflation, c'était encore il y a 2 mois. En fait, c'est le FOMC qui a lieu dans 48 heures. Le CPI, c'était il y a quelques jours, comme ça a été dit dans le chat. Effectivement, on s'est trompé sur les termes, mais vous avez eu l'idée. Et là, la réunion dans 2 jours, c'est pour les taux d'intérêt directeurs de la Fed, la Banque centrale américaine. Le marché prévoit entre 0,75% et 1% de hausse. Le marché est pessimiste, il pense à 1% de hausse aujourd'hui sur les probabilités, quand on regarde les sites spécialisés, ce qui est pas plus mal, parce que sur l'inflation, le marché était pas assez pessimiste, et c'était un scénario pas si ouf qui est sorti, et du coup le marché a puni ça. Donc s'ils sont plus pessimistes cette fois, et que la réalité match avec leur pessimisme, on peut se dire que ça a déjà été pricey. C'est un peu des jeux entre guillemets de probabilité et tout, mais voilà, là
a priori, ce sera pas le dernier relevé de taux. J'en avais parlé dans l'émission précédente. Dans les phases précédentes, puisque c'est pas la première fois de l'histoire qu'on a une inflation. Après, dans les proportions actuelles, c'est un petit peu nouveau, mais monter les taux à 4,5, 5%, c'est quelque chose qui s'est déjà fait dans le passé et qui a prouvé son efficacité dans le passé. On verra si ce qui s'est passé avant aura des effets sur cette situation-là, mais voilà, quoi. De toute façon, il n'y a pas 150 solutions en fait pour juguler effectivement cette inflation et ralentir l'économie au final. C'est un peu ce qui nous guette malheureusement. On entend beaucoup parler de récession, de choses comme ça, et ça semble entre guillemets être un passage obligé pour arriver à assainir un peu les finances et les dettes, entre guillemets. De toute façon, l'économie doit absorber la création monétaire. Au bout d'un moment, les gars, on a la majorité des dollars qui ne pourrait pas avoir sa place en crèche, qui est trop jeune pour ça. Donc, au bout d'un moment, il faut que l'économie absorbe ça. C'est normal que les prix augmentent. C'est une conséquence des actions des gouvernements à travers le monde en gestion de crise. Est-ce que c'est facile de dire maintenant il fallait faire ci, il fallait refaire ça? Ils ont fait des choix et maintenant on vit avec les conséquences de ces choix. Oui, tout à fait. Donc là, à l'écran, on a le marché américain et j'étais en train de regarder tout en vous écoutant que au niveau des momentum, là, MACD, c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui s'est passé dans les crises du passé. Justement, en 2008, on était venu sur un oscillateur qui avait reculé à moins 125 globalement, pile poil la même zone que le crack Covid de mars. Et là, on était revenu sur cette correction qui paraît anodine comparativement au crack justement de mars. Elle paraît plus petite, elle est plus petite en termes de pourcentage, et pourtant on est descendu bien plus bas en termes de force relative sur le MACD. Donc une correction loin d'être anodine pour un marché américain, mais qui malgré tout, petit à petit, essaie de se rattacher à ces 3900 points. Et après un début de semaine, de journée tout court, puisque forcément lundi on est en début de semaine, on va peut-être terminer la journée dans le vert, autour des 3900 points, sachant qu'on n'était pas venu la première fois chercher la moyenne mobile 200 ici, autour juste en dessous des 3600 points, ce qui désormais est plutôt pas mal aligné ici en termes de support. Ça nous ferait une belle zone si on avait une dernière attaque baissière au niveau du marché US, et ensuite la zone suivante, donc ça serait un peu plus bas, autour de 3390. Ici on aurait quelque chose de déjà plutôt pertinent, et pour encore plus on va dire pessimiste, on irait de retour autour de 3000 à 3000 et des brouettes. On a toute une zone comme ça de support un peu plus importante. Donc je vois pas ce qui justifierait là aussi fondamentalement que d'un seul coup le marché US, on va quand même le mesurer, reperde pour revenir à 3000 points, ça nous ferait moins 25% supplémentaire, sachant qu'il a déjà perdu de mèche à mèche, on était à moins 25. Donc, globalement, c'est quand même un drawdown qui est déjà important pour le SP500. Et comme je viens de vous le montrer, oscillateur à l'appui, on a quelque chose qui est aussi important, voire déjà plus important en termes d'amplitude que le crack Covid de mars 2020 et que les subprimes de 2008. Donc, je me dis petit à petit que oui, on n'est peut-être pas tout à fait au bout de nos peines, mais que comme on l'a dit, répété et répété et répété encore sur le live, les dernières semaines en tout cas, voire les derniers mois désormais, on a potentiellement le plus dur qui est derrière nous, le plus gros qui est fait, et tout ce qu'il nous faut désormais, c'est une normalisation de cette situation et notamment de l'inflation. À partir du moment où on va avoir des chiffres qui vont reculer de plusieurs pourcents, peu importe la difficulté qu'on aura traversée avant, les marchés vont commencer à prendre une grosse respiration, et je suppose que c'est à partir de là où on va voir le fameux DXY que je viens de vous montrer il y a quelques minutes qui va littéralement s'effondrer sur lui-même. Bon, pas dans des proportions astronomiques, mais ne serait-ce que de revenir de 109 à 103 points, puis à 100 points pour le DXY, vous verrez que ça donnera un sacré coup de boost au marché crypto ainsi qu'au marché action. Donc, voilà, pour le marché US, je pense qu'on en est là et que de toute façon, il n'y a désormais que ce chiffre quelque part de l'inflation qui puisse
rassurer les opérateurs. Et pour Bitcoin en tant que tel, là, à court terme, eh bien, on est rattaché à cette zone ultime sur laquelle la liquidité a bien absorbé aujourd'hui, autour de 18 400 $. On est de retour à 19 300 ce soir. On a les deux moyennes mobiles qui sont en train de se télescoper. Moyenne mobile 20 en vert, moyenne mobile 200 en bleu. À l'époque, on avait failli avoir cette rencontre du troisième type en 2018, début 2019. Là, ce coup-ci, c'est acté. On est dessous en plus. Est-ce que ça va appuyer encore plus sur le cours? Est-ce qu'on traverse et est-ce qu'on voit 13 000, 12 000, 11 000, 10 000 en extrême? Ça me paraît assez peu probable, toujours en se projetant sur quelque chose de raisonnable et en regardant les oscillateurs. Après, c'est vrai qu'on ne maîtrise toujours pas le futur, donc j'ai beau être optimiste et avoir un biais qui l'est tout autant, il suffit, comme je le montrais ce matin sur Twitter, de retourner le chart pour avoir un graphique qui nous dit « j'ai envie de pumper comme jamais » quand on l'inverse. Donc c'est vrai que bon, il y a des choses qui, globalement, d'un point de vue macro, peuvent se défendre pour les bears. Il ne faut pas l'occulter pour ne pas se laisser surprendre si on descendait un peu plus bas. Et d'un autre côté, ben, j'ai aussi cette croyance de me dire que c'est dans les moments les plus difficiles que le marché crypto, en général, arrive à tous nous surprendre. Et j'espère que cette fois, en tout cas, ça sera le cas à nouveau. Après, bon, le marché n'est pas là pour faire gagner la majorité. Il faut bien se le mettre dans le crâne et ne jamais l'oublier, je pense. Ah, mais nous ne sommes pas la majorité, CM. Nous sommes 980 ce soir, qui faisons partie de la minorité, et nous sommes bien prêts à profiter des occasions que l'on présentera, qui se présenteront à nous même, je veux dire. Et je pense effectivement qu'elle ne devrait pas tarder. Alors, je suis un peu moins, comment dire, sur le dollar, je suis un petit peu moins optimiste parce que en Europe, c'est quand même très compliqué. On risque d'avoir un hiver compliqué avec des manques d'énergie, etc. Une récession qui est quand même en train de poindre le bout de son nez. Donc, je pense que ça peut prendre peut-être un peu plus de temps. Donc, je verrais bien, moi, plutôt à la place d'une redescente vertigineuse du DXY, plutôt quelque chose, je dirais, une légère latéralisation qui descend, tu vois, pendant plusieurs mois. Mais pour arriver au bout du compte, effectivement, quelque chose qui se rééquilibre et repasser peut-être longue euro, Marc, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas prêt de retourner mon trade. Hein. Très clairement, vous connaissez mon opinion sur Bruno et Christine, surtout quand je sais que maintenant Christine veut donner les clés de la maison à Amazon. Après, c'est toujours pas confirmé. Moi, j'arrive pas à m'en remettre. C'est incroyable. Ouais, j'arrive pas à m'en remettre. Après, c'est pas signé, c'est pas fait. Ça fait partie. Je suis allé me renseigner un petit peu quand même parce que j'étais dans la réaction la dernière fois. Amazon fait partie de la tier list des finalistes entre guillemets. Dedans, il y a une banque espagnole, un acteur français. Enfin, il y a d'autres trucs quoi. C'est pas encore signé que ce soit Amazon, mais enfin bref. Pour l'instant, mon show il est très bien là où il est et je continue quoi. Ouais. Non, mais ça c'est oui, c'est ce que je dis. Voilà, c'est pas prêt de se retourner à mon avis pour le moment. On a encore un petit peu de temps quoi qu'il arrive. Pour ceux qui demandent dans le chat, on parle du e-euro, donc la monnaie de banque centrale. On parle du service de paiement, c'est d'autres choses différentes, mais service de paiement qui en ce moment est entre guillemets en appel d'offres. J'essaye d'utiliser c'est pas la situation, mais j'essaye de simplifier qui à différentes entreprises, dont Amazon. Et moi, je fais partie des gens que ça choque qu'un acteur américain puisse gérer un secteur stratégique comme les services de paiement au niveau européen sur la monnaie européenne. Voilà. Sachant qu'on doit quand même avoir un ou deux leaders du paiement électronique en Europe, quoi. C'est pas le genre de boîte qu'on n'a pas du tout. Voilà. Mais bon. Mais tu vois, moi je mets Bruno un peu dans le lot aussi. Tu vois, sur les stablecoins, on a quand même deux Français qui montaient le J-Euro, la G-Euro. Alors certes, ça n'a pas vocation à devenir des monnaies de banque centrale ou des services de paiement interbancaires. C'est de choses, mais au lieu de taper sur les entrepreneurs français et dérouler le tapis rouge sur aux Américains, on ferait mieux de dire bon, les startups françaises, on va peut-être vous écouter, vous allez peut-être avoir droit à un compte en banque et si les banques vous font chier, on a la BPI qui va taper du poing sur la table, mais non, on a un gouvernement qui fait le contraire, quoi. Qui dit à nos ingénieurs, allez bosser aux États-Unis, vous gagnerez 2 fois plus et vous pourrez faire 10 fois plus.
Mais bon. Non, mais moi, plus le temps avance et plus je suis, on va dire, pour utiliser un mot correct, surpris de ce qui se passe en termes de, on va dire, même pas international, tu vois, même enfin, au niveau de décision franco-française. Je trouve que c'est vraiment surprenant et on va de surprise en surprise sur énormément de décisions et je regarde ça d'un œil un peu dubitatif pour rester neutre. On va sortir du politique, on dérape. Désolé, c'est moi qui ai fait le drift. Vous avez le droit d'avoir vos propres opinions, on les respecte et on va se focus sur la crypto. Donc on en vient à Ethereum, donc suite au merge notamment, une action de prix qui a été vendue mais dans des proportions qui pour l'instant restent on pourrait qualifier de raisonnables. On ne s'est pas pris moins 50% du jour au lendemain, c'est déjà ça. Globalement, on est en train de travailler à la fois la moyenne mobile 200 sur cette ouverture de semaine qui se trouve juste ici, la target pile poil qu'on a touché aujourd'hui, 1280 dollars, sachant que entre 1350 et 1400, comme vous le savez, on a cet ex-ATH de 2018. Donc très belle zone de travail, une zone de polarité de choix pour Ether qui désormais pourrait finir de trouver sa contraction justement entre 1280 qu'il a touché et la moyenne mobile 220 périodes juste au-dessus, autour de 1570, sachant qu'on a le point de 2022, le point bas de la mi-juin qui est autour de 880 et que malheureusement pour nous, si jamais ça lâche, j'ai bien peur qu'on aille beaucoup plus bas puisque la véritable zone de support suivante se trouve autour de 350 à 450 dollars. Donc ça, c'est pareil, ça serait consécutif au scénario catastrophe sur Bitcoin dans le cas où on reviendrait sur un BTC à 10, 11, 12, 13, 14, voilà, toute la zone entre 10 et 15 grossièrement. Et là, potentiellement, effectivement, on verrait un Ether autour de 400. Ça me paraît assez optimiste, assez ambitieux, si je puis dire, surtout que la transition s'est très bien réalisée d'un point de vue fondamental. Mais ici, à l'époque, quand on était à 1400 balles, on ne pensait pas un jour qu'on verrait 80. Donc, c'est aussi l'ancienneté qui me fait dire que tout est possible sur les marchés. À des moments, on a des prix qui, lors du bull run, se décorrèlent totalement de la réalité à la hausse. On a des protocoles qui finissent par peser des dizaines, voire des centaines de milliards et qui derrière finissent en bear market par ne peser quasiment que justement 1/100 de ce qu'ils pesaient en bull run et qui sont sous-cotés littéralement. Et c'est de ça dont je me méfie alors que tous les feux sont au vert pour faire de Ethereum ce qu'il doit être dans les 2 prochaines années, grossièrement, pour aller chercher le sharding et tout ça. Mais malgré tout, le court terme, voilà, je me méfie énormément, effectivement, de ce qui pourrait se dérouler. Et c'est pour ça que, comme on l'a aussi toujours défendu sur la chaîne, je pense qu'un petit DCA bien amené n'est pas une des moins bonnes solutions. En tout cas, je pense que c'est une solution qui peut convenir à une bonne majorité. Je vois de plus en plus ces jours-ci des personnes sur les réseaux sociaux défendre la théorie de renforcer des gagnants et de ne surtout pas DCA à la baisse. Mais j'ai posé la question tout à l'heure à quelqu'un sur Twitter en lui disant n'hésite pas à la fois à nous donner tes futurs points d'entrée et à nous dire quelle serait ta meilleure stratégie. Et il n'y a pas eu, comme d'habitude, de réponse en face. Donc je suppose que voilà, c'est toujours bien de critiquer la solution qui puisse convenir, mais si derrière on n'a pas de meilleure solution, j'ai bien peur que voilà, elle reste telle qu'elle l'est et que malgré tout, à ce jour, je pense pas mal de personnes s'y retrouvent dans le fameux DCA. Moi, je continue. Vas-y, pardon. Non, moi, ça m'a fait rire le message que tu as mis sur Twitter parce qu'effectivement, la critique était un peu gratuite sans donner d'autres solutions. Le DCA, faut pas oublier qu'au final, c'est une stratégie long terme parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on DCA, mais on va pas de DCA en fait sur une semaine. L'idée, c'est, moi, la plupart des gens qui font du DCA, c'est du DCA jusqu'au prochain halving de Bitcoin. Donc, on parle de, là, je ne sais pas dans combien de semaines c'est, mais c'est dans 80, 90 semaines. Donc, c'est une somme divisée par 80, par 90 qui est allouée chaque semaine. C'est ce qui permet d'avoir, grosso modo, l'esprit tranquille. Si votre DCA il est sur un mois,
Ben, c'est pas exactement la même théorie. Mais par contre, le DCA, ça fait peur. Parce que des fois, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mais je vous assure que quand ça commence à remonter, bah, tout de suite, votre DCA, vous comprenez que vous avez eu raison. Donc, faites-vous confiance à ce niveau-là. En Il n'y a pas fait, de les surprise. personnes en ce moment qui critiquent le DCA, ça serait dans une optique où on a un marché baissier de 3 à 5 ans. Mais là aussi, à ce compte-là, si on part du postulat que les cryptos vont baisser pendant 5 ans, à ce moment-là, il faut passer à autre chose et pas y investir tout court, quoi. C'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est sûr qu'en partant avec un biais négatif, on peut émettre toutes les théories possibles et inimaginables. Mais à ce moment-là, tu pars avec un biais extrêmement pessimiste. Et en plus, tout dépend quand est-ce que tu commences le DCA. Parce que tu le commences maintenant. Enfin, il faut bien être conscient que là, si celui qui commence un DCA aujourd'hui, c'est le meilleur moment, entre guillemets, pour le faire. Parce que ça risque de descendre encore. Il risque d'avoir de meilleurs points d'entrée. Et si jamais ça remonte, eh ben, ce sera aussi un lissage vers le haut. Mais celui qui commence à DCA, par exemple, à 60 000 sur le Bitcoin, bah, effectivement, c'est pas facile pour lui aujourd'hui. Mais il faut de la rigueur, de la patience et voir un Oui, mais en raisonnement même long. temps, tu vois, c'est chaque nouvelle semaine, même un gars qui a commencé son DCA à 60 000, chaque nouvelle semaine va lisser son point d'entrée. Donc son point d'entrée, il n'est pas si important. Vraiment, les gars, c'est créer une habitude, le TCA. Et moi, j'ai une version un petit peu différente que je vous conseille pas forcément, mais qui s'adapte aux phases de marché. Là, par exemple, on est dans une phase de marché où je fais un DCA entre guillemets agressif, dans le sens où ça me rend greedy quand on me donne de l'Ether à 1500, à 1300, peut-être bientôt à 1000. Franchement, ça me donne faim. Et du coup, j'achète un petit peu plus violemment dans mes intervalles. Quand on est en phase plus optimiste, là, je réduis mes achats. En phase d'euphorie, je n'achète plus du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai coupé mon DCA à un certain moment quand on a débuté l'émission, etc. Quand on arrivait un peu à un pic. De toute façon, mes adresses, je pense que vous les voyez, donc certains d'entre vous sont au courant. Et quand on est dans une autre phase de marché, je vais réactiver mon DCA. Mais quand on est dans une phase d'euphorie, mon DCA, je l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter, je commence à vendre. Et ça, c'est vraiment des stratégies qui sont lissées, qui fait que je ne traite pas. C'est simplement que je vais appuyer sur l'accélérateur afin de collecter des ressources ou allouer des ressources dans le marché. Et généralement, un marché, ça reproduit toujours les mêmes phases en continu. Je pense qu'on l'a dit dans la précédente émission. On a la phase actuelle, qui est la phase d'ennui, qui est la plus dure mais la plus intéressante pour rentrer dans un investissement. Ensuite, on a la phase optimiste, où ça y est, on ne sait pas pourquoi, mais le marché redevient intéressant et retrouve un petit peu, il y a des produits, il y a des nouvelles narratives qui arrivent. L'optimisme, quand ça se passe bien, ça aboutit sur l'euphorie. Là, tout le monde en parle. Votre chauffeur Uber, votre oncle vous dit, tu penses quoi d'eux? Ça, c'est quand vous voyez dans le chat, tu penses quoi d'eux et le nom d'un shitcoin, c'est généralement qu'on est et que ça arrive très souvent, c'est qu'on est dans la phase d'euphorie. Après, il y a la peur, puisque un retournement de marché, top. Souvent des mouvements violents, ça, on l'a eu avec Triaro Capital et Celsius, les liquidations. Je pense que vous vous souvenez de cette phase-là, et c'était il n'y a pas si longtemps. Et on retourne dans l'ennui, et on recommence, et quand on vous parle de cycle, c'est ça, hein, c'est l'enchaînement de ces 4 phases qui reviennent assez perpétuellement. Alors bien sûr, c'est pas une formule magique. Alors bien sûr, il n'y a pas de borne définie avec un jour où on dit ah bah là on est passé dans la nouvelle phase. Mais au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience, vous commencez à identifier ces mouvements de marché et à adapter votre stratégie. Et globalement, c'est vrai que c'est aussi souvent une période, le moment où on rentre en euphorie et tout ça, où on voit les nouveaux arrivants conseiller des choses à des personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Et même encore récemment, il y avait des recherches au niveau Google et tout ça qui avaient démontré que même là, entre l'été et l'automne 2022, on était encore sur les pays européens en top recherche Shiba associé à tout ce qui était crypto. Donc,
faut pas croire que parce que on a une vision peut-être un peu plus ciblée, une vision un peu plus profonde parfois et un peu plus technique, un peu plus avancée, dirons-nous, que c'est le cas de tout le monde. Et c'est très bien ce que décrivait aussi la dernière fois Bitcoin en disant que le merge, on a l'impression d'en avoir mangé, abusé et tout ce qu'on voudra tellement on en a parlé. Mais globalement, on en a parlé parce que on a conscience, nous, avec le recul et avec l'implication qu'on a à ce jour, de ce que ça a représenté. Mais va déjà parler de Bitcoin ou de crypto dans la rue à n'importe qui, faire un micro-trottoir, tu verras que ça parle pas à grand monde. Alors va lui dire, est-ce que tu sais ce qui s'est passé autour de The Merge? Le mec, il va te regarder, il va dire, c'est une série Netflix, tu vois. Donc, bon, c'est vrai que on est encore sur un delta qui est entre ce que nous, on peut percevoir parfois à tort, comme on est vraiment là-dedans au quotidien, et la perception réelle du grand public. Il y a un énorme delta et c'est quelque chose sur lequel, c'est vrai, parfois on se laisse aussi surprendre sur Mais les l'adoption, elle excès de reste, marché. l'adoption reste réelle, CM, juste pour compléter ce que tu dis. Par exemple, dans ce cycle-là, il n'y a plus personne en France. C'est très dur. Il faut vraiment aller les trouver au fin fond des grottes. Quelqu'un qui connaît pas Bitcoin. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Bitcoin. Je peux t'assurer que c'était pas forcément vrai en 2015, en 2016, même en 2017, dans le pic des ICO, etc. Tu avais encore beaucoup de gens qui disaient Bitcoin, c'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? Ah, c'est le truc des terroristes. Maintenant, ça a quand même beaucoup évolué. C'est dur de trouver des gens qui connaissent pas Bitcoin. Alors, est-ce qu'ils en ont statistiquement? Est-ce que ça les intéresse et qu'ils ont un tatouage Bitcoin? Statistiquement, non. Mais l'adoption a fait que c'est rentré dans tous les esprits aujourd'hui, Bitcoin. Et je pense que chaque cycle, on aura de plus en plus de maturité et d'adoption là-dessus, jusqu'au jour où ça deviendra tellement mainstream que ce ne sera pas un marché novateur et intéressant, et on n'aura pas la même volatilité, on n'aura pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui. Et tu vois, dans le chat, je vois, excuse-moi pour ton nom, mais c'est un PP, on va t'appeler, qui dit sur 20 personnes, on est 2 collègues sur la crypto et on est des extraterrestres. Mais au final, ça fait 10% de ton équipe qui est au courant, qui est dans la crypto, entre guillemets, qui en a. C'est déjà énorme. Et peut-être que sur les 18 autres personnes qui restent, il y en a peut-être une quinzaine qui en ont déjà entendu parler, même si elles ne touchent pas, qu'elles ne savent pas vraiment ce que c'est. Il y a autre chose aussi pour parler pour parler excusez-moi, pour corroborer ce que vous disiez, c'est que moi, dans l'activité que je vois autour de moi, il y a énormément de projets qui voient le jour, qui sont en train d'être financés et au final qui donneront lieu à des nouveaux projets qui vont éclore dans les 2 prochaines années et qui participeront donc à un nouveau bull run, un nouvel essor de la crypto dans le grand public, quoi. Bah, c'est vrai que bon, petit à petit, ça avance et malgré tout, c'est vrai que quand on voyait les statistiques aussi en France, on a eu l'impression parfois que on était déjà pas mal avancé, notamment vis-à-vis de nos voisins européens, même si j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'on soit autant sur les cryptos. Je crois que les Français sont même plus sur les cryptos que les actions, si je dis pas de bêtises, en termes de pourcentage, mais ça m'a paru un peu bizarre comme chiffre. Mais voilà, c'est vrai que moi, je pense qu'il y aura 2 grands axes de toute façon, comme on l'a souvent dit aussi, hein, au niveau de l'amélioration, c'est la sécurité et l'interface utilisateur. Il faut quelque chose qui puisse être utilisé limite par un enfant, tellement ça sera simple et on ne pourra ni se tromper de blockchain, ni se tromper d'adresse et que tout soit aussi simple que bonjour, quoi. Mais on n'y est pas encore, loin de là. C'est qu'il y a un paradoxe entre le fait de détenir ses propres clés et la simplicité d'utilisation. Et que pour l'instant, ce paradoxe, sa seule résolution, c'est d'avoir des trucs qui sont custodiables et des trucs qui sont centralisés. Donc, si ça se fait en layer 1, bah, c'est très grave. Ça veut dire que la blockchain, au final, ça sert à rien. Et c'est un peu la solution des blockchains AVC qui disent bah, on va faire des super serveurs 21 nœuds qui auront des machines de guerre et puis vous inquiétez pas, ça coûtera pas cher et vous ferez plein de transactions. Ou ça passera par un long travail qui a été entamé depuis longtemps et qui maintenant commence à porter ses fruits
avec eux et des Layer 3 applicatifs. Les Layer 2, ils commencent à arriver. On a Arbitrum, Optimism, on a Lightning Network du côté de Bitcoin. On a Net, on a ZK VM chez Polygon, on a énormément de solutions. Où est-ce qu'on en sera dans 2 ans? Moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. Ouais, je pense qu'il y a énormément d'avancées. C'est quand on compare les cycles précédents, le cycle d'avant, c'était un peu des ICO. Donc, les gens investissaient dans un fichier PDF, au final, qui leur disait vous inquiétez pas, ça va être génial. Mais au final, il n'y avait pas grand-chose, ils investissaient dans du vent. Dans ce cycle-là, les gens investissaient certes dans des Ponzi, mais au moins il y avait des smart contracts et ils utilisaient. Je pense que dans le cycle suivant, on va encore faire un bond technologique par rapport au cycle précédent et qu'on aura des choses dans lesquelles investir qui seront de vrais bons produits, qui seront utilisables par tout à chacun et qui auront un vrai intérêt, une vraie plus-value. Donc, je suis extrêmement moyen et long terme, je suis extrêmement optimiste dans les cryptos. Hein. Je vous ai déjà dit, le film est déjà écrit. Hein. Ça a commencé en bas à gauche et ça finira en haut à droite. D'ailleurs, Bitcoin Odyssey et Ethereum Odyssey, là, ta vidéo, je pense que ça a mis tout le monde d'accord. C'est bizarre quand on regarde, quand on prend le temps et qu'on compresse en quelques minutes 7 ans d'histoire d'Ethereum. Bah là, on a du mal à être des trucs et on sait à peu près comment ça va se dérouler. Et ce sera pareil sur d'autres blockchains qui arriveront à avoir leur proposition de valeur technologique. Donc, pas particulièrement à quel moyen et long terme. Si j'étais trader, j'aurais besoin d'investir dans Pampers à court terme, mais bon, si vous n'avez pas de levier, ça devrait bien se passer. Ouais, c'est ça, on dort toujours mieux sans levier. C'est aussi pour ça que le décès, entre guillemets, c'est la solution pépère. Ceux qui veulent trader, bien sûr, faites-le à vos risques et périls, mais restez tranquille ou travaillez votre jeu, si je puis dire. D'ailleurs, on parlait de trader. J'ai vu une question tout à l'heure sur le chat pour revenir à des choses plus DeFi sur ce coup. On a vu une sorte d'exploit. Alors, c'est pas vraiment un exploit, c'est plutôt de manipulation. Sur GMX, on a un trader qui nous a manipulé le cours et tradé en parallèle. C'était assez... ça donne quelque chose d'assez joli sur le cours de la VAX. On a vu des vagues. Ouais, alors je vais expliquer un petit peu, voilà, parce qu'on a lu tout et son contraire sur cette situation, alors qu'au final, c'est pas si complexe que ça. En Non. gros, on a une whale qui jouait avec un petit peu plus de 20 millions de dollars. J'ai vu dans quelques trucs 40 millions, mais je crois que ce qui est déjà pas mal d'argent, hein, c'est honorable. Et en ce moment, je pense que vous avez constaté que les volumes sont pas énormes et que du coup, c'est relativement facile quand on a beaucoup d'argent de faire bouger le prix dans une direction ou une autre. Et les market making n'est pas hyper efficace. Clairement, tenter ce genre de truc, genre en novembre 2021 pendant le top, vaut mieux pas essayer. Mais là, il a vu l'opportunité et il se base sur un truc de JMX dont on a parlé plusieurs fois, hein, qui est un projet dont je suis assez fan personnellement, qui en fait est un peu comme Synthetix sur l'une de ses premières versions, propose du trading sans slippage. Ils ont leur propre counterparty sur leur trade, qui sont les gens qui apportent du GLP, et du coup, ils permettent aux gens d'acheter et vendre quel que soit le montant par rapport à la liquidité disponible, bien sûr, sans faire monter ou descendre le prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont les actifs en face et du coup, il faut rencontrer l'offre et la demande sur un prix qui est relativement fixe. Et donc, comme cette personne, cette whale, avait la possibilité d'acheter de grandes quantités de AVAX à un prix fixe, entre guillemets, c'est permis de revendre du même côté sur Binance ces AVAX, du coup, sur un carnet d'ordre, et donc un carnet d'ordre qui est bien squelettique en ce moment. Donc, ça a fait pas mal baisser le cours du AVAX. Du coup, il s'est retrouvé avec... Alors, le range était assez faible. Hein. Il a fait c'était des leviers x30 et le range était contenu en $1 à peu près, si je ne m'abuse. Donc tu vois, il a fait $1 aussi seulement, t'es sûr? C'est pas un peu plus que ça? Je crois pas. Je crois que moi je l'ai vu osciller entre 17 et 18, quelque chose comme ça, en levier 30. Et le truc, c'est qu'il l'a fait à la hausse et à la baisse. Donc en fait, Ouais. un coup, il met un long, il fait monter le prix, il encaisse. Puis après, il fait l'inverse, il met un short
ça descend le prix, il encaisse et il a dû faire comme ça 5 allers-retours. Donc ça fait bien une dizaine de trades. Et du coup, quand on met 20 millions plus de fort levier et qu'on est trader sur une plateforme qui va actuellement mais qui offre pas de slippage et une autre plateforme qui fait du slippage, c'est-à-dire du glissement de prix, et ben du coup on fait bouger le prix, on est gagnant sur l'autre plateforme, plus gagnant que les pertes entre guillemets sur la première plateforme, et puis on recommence et on recommence. Il l'a fait 3-4 fois ou même 4 ou 5, et d'ailleurs le graphe ça a donné une figure chartiste qu'on n'avait jamais vue, je pense, dans l'histoire. C'est le market manipulatus. Je sais pas comment. Je vois si j'arrive à la trouver. Attends. Donc voilà, il a joué à droite à gauche et je crois qu'il a fait $1 million dans l'affaire, ce qui est même pas impressionnant parce que quand tu pars avec 20 millions, faire 1 million de plus, c'est beau, c'est sympa, mais c'est pas en pourcentage, c'est pas un profit énorme, quoi. Surtout que certes, l'écrit comme ça, donc c'est pas vraiment un problème. Les liquidity providers, ils ont perdu un peu de sous là-dessus, mais c'est pas non plus un énorme problème. Ça sur une plateforme. Si tu t'amuses à faire ça dans la finance traditionnelle, tu as la SEC qui vient te toquer à la porte immédiatement et tu passes les 20 à 30 prochaines années bien au calme. Donc dans la crypto, je ne sais pas comment ça va se passer, mais généralement pour bouger des volumes comme ça, il faut être full KYC sur Binance. Donc je ne sais pas quelle suite ça va avoir. Mais voilà, au niveau du protocole, ça c'est pas un hack, c'est pas un exploit. Je crois que c'est sur Binance. Je crois qu'il a fait sur Non, je crois qu'il a fait sur FTX. Parce que, FTX, pardon. Ouais, FTX, pardon. Parce que, comment dire, justement, GMX utilise comme oracle FTX. C'est comme ça qu'il a fait la manip. Alors là, je l'ai, mais je ne sais pas, il faudrait que je le voie peut-être en 1 minute. Ça se passe comme ça chez SBF. Ouais, ça se trouve, c'est SBF lui-même, hein, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas. Hein, tu sais, ils n'ont pas de ferme à exploiter en ce moment. Donc, à Alameda, ils sont en train de. Ils s'ennuient. il faut bien payer le nouveau Yoch. Enfin, bref. La dernière fois, en plus, quand ils avaient tenté de déclencher les liquidations, là, en bazardant des bitcoins toutes les 5 minutes, même pas toutes les minutes, c'était. Voilà. Ouais, mais tu vois, pareil, hein, le bear market, s'ils pouvaient partir à la retraite, ce serait pas mal. Hein. Ils ont pris suffisamment d'argent aux gens. Ah, mais lui, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Hein. Non, il a mis encore un message comme quoi il a dit non, les gars, je suis là, bougez pas, quoi. J'ai des trucs à faire. Quoi. Je me demande si c'est pas ça la pattern. Je sais pas si je l'ai pas trouvé. C'est bien reconnaissable, hein. Ça monte, ça descend et c'est pas du tout naturel. Ouais, mais c'est pas facile en fait à spotter. C'est pas facile à spotter. Mais très clairement, en vrai, c'est pas. Il a quand même pris des risques parce qu'il suffisait qu'un market maker en face soit un petit peu énervé et se dise je vais le counter trade et il aurait pu se faire une main devant, une main derrière. Donc si vous avez 20 millions, il y a d'autres manières de gagner 5%, hein, clairement. Oui, parce qu'au final, je crois que c'est 500K de gagné avec 100K de frais. Donc, il a gagné 400K, mais il avait gagné 400K en une demi-heure, quoi, dans le genre. Bon, après, tant mieux pour lui. Hein, mais ça ressemblait presque à quelque chose d'expérimental. Tu vois, genre un gars qui s'est dit, vas-y, je vais tenter un truc. Ouais, ou des fois, c'est pour prendre la température avant de tenter pire derrière qui font ça surtout. Hein. Non, mais en fait, moi, en tout cas, ce que ça montre, et c'est assez marrant, c'est parce qu'on est souvent à dire le marché est manipulé, les market makers, mais clairement, on voit bien qu'en fait, quelqu'un avec 20 millions qui est capable de faire ça sur un token, alors il y a peu de volume en ce moment, etc., les carnets d'autres sont serrés, mais ça montre bien qu'effectivement, des fois, il y a quelqu'un qui nous demandait pourquoi vous ne tradez pas, vous faites de l'AT, vous êtes balèze, pourquoi vous ne tradez pas. On ne trade pas parce que la plupart du temps, on ne joue pas contre des gens avec qui on a les mêmes armes. Donc en fait, le problème, c'est que tu vas avoir raison une partie du temps, mais quand tu vas perdre, si vraiment tu n'as pas si tu n'es pas sûr de toi, si tu as une rigueur au niveau de ton trading, etc., ça va mal se passer, quoi. Et donc l'idée, c'est plus que quand tu es là dans la durée, de te dire que c'est pas grave, que l'investissement, c'est du trading, mais avec une autre time frame. Donc, pas besoin de se presser, quoi. Voilà, rien ne sert de courir. Quoi. Le problème des leviers, de toute façon, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut avoir raison et en même temps, pendant la période de temps où le trade est ouvert,
avoir, parce que parfois tu as raison et un peu tort, ça dépend des chandelles, mais quand tu as tort sur ton truc, il faut pas te faire liquider. Et parfois tu as des bougies de volatilité qui font que même si tu as quand tu regardes l'ouverture du trade et la fermeture du trade potentiel, bah, tu aurais gagné plein de thunes. Mais tu as cette petite bougie rouge qui traîne dans là et qui te liquide et c'est ciao, bye bye, au revoir. Moi, de toute façon, moi, je vais vous faire part d'une expérience, mais je pense que cette expérience est partagée par énormément de gens ici. C'est tu traites, tu dis non, cette fois-ci, je suis sérieux, je mets mon ordre, je pars, mais je mets un stop loss, tu vois, parce que j'ai pas envie de tout me faire perdre et tout. Eh ben, le stop loss, tranquillement, le market maker, il va te le chercher, il te le dépasse de 1 ou 2 dollars, hop, et puis ça repart dans l'autre sens. Et là, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Et tu as l'impression d'être maudit. Et moi, cette sensation, en vrai, ça me rend tellement malade que voilà pourquoi je ne trade pas, quoi. Je préfère faire des petits trades de temps en temps sur une tendance, un peu comme quand tu vas au casino, tu vois, plutôt qu'au final, y passer mes journées. Et vous voyez, si j'ai encore des cheveux, bah, c'est sûrement grâce à ça. De toute façon, l'expérience, elle est résumée à très peu de choses. C'est que tu places ton ordre sur une plateforme qui sait exactement où tu as mis ton stop loss. Donc, Ouais. qu'est-ce que va faire la plateforme? C'est comme si tu jouais à cache-cache et que l'autre en face, il a un bazooka et que tu as un arbre qui vient d'être planté avec un tronc de 10 cm d'épaisseur pour te cacher. Bah, c'est quand même un secret de polichinelle que les échanges traînent contre leurs utilisateurs. Si on en a tous marre de la finance centralisée et qu'on essaye de faire autre chose, c'est qu'on essaye de recréer une finance où c'est un petit peu plus... Là, vous n'êtes pas dire que vous ne pouvez pas avoir de la chance. Et il y en a, hein, il y a toujours... mais ça, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que les gens qui ont une chance incroyable vous diront ce n'est que du travail. C'est un peu le truc comme ça, parce que c'est difficile de se rendre compte que on a eu de la chance, parce que tout le monde travaille, tu vois. Mais c'est difficile de se rendre compte que oui, on a eu de la chance de travailler et qui étaient peut-être meilleurs que nous, et ils n'ont pas eu cette chance-là et ils n'ont pas eu les mêmes résultats. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ses devoirs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter le coup, mais il faut avoir conscience et rester humble dans le fait qu'on ne maîtrise pas tout. Ouais, puis ça reste assez difficile, quoi. Il y a tout qui est mis bout à bout. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui, après, hallucinent un peu quand on est euphorique pendant le bull run et tout. Mais il faut voir ce qu'on se traverse avant pendant des trimestres, des semestres, des années, à attendre comme ça, à recharger en prenant sur nous pendant des années que peut-être ça va continuer de baisser, le fameux DCA. Et le jour où enfin on a raison pendant une fenêtre de tir de 3 à 6 mois et où on récolte un peu la monnaie, que c'est enfin dans notre sens, forcément que voilà, tout le monde est content et tout ce qui s'ensuit. Et globalement, cette période euphorique va découler sur un truc encore plus pernicieux et sournois, c'est que derrière, on va pas avoir envie de sortir. Donc, à partir du moment où tu vas commencer à avoir attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, et que le marché te donne enfin pile poil ce que tu as toujours attendu, tellement qu'au premier trimestre 2021, on n'en revenait pas nous-mêmes. Même en janvier, je crois qu'on avait déjà pulvérisé toutes les targets qu'on s'était prévues pour 1 an ou 2. On s'était dit AAV à temps, Bitcoin à temps, Ether à temps. Il y avait tout qui était littéralement implosé dès les 15 premiers jours de janvier. Donc, tout le monde était comme des oufs. Et à partir de là, tu te dis, l'année, elle va être complètement déglinguée et tu n'as certainement pas envie de prendre des profits. Alors que 15 jours, 1 mois avant, tu te disais, si sur 1 an, 2 ans révolus, j'atteins ce genre de target, mais je serai le premier à prendre des profits directs. Et forcément, tu as ce truc après de toujours plus, toujours vouloir plus. Il y a nombre de personnes, j'ai lu encore des témoignages ces jours-ci sur Twitter, qui ont dit que globalement, ils ont touché le million virtuel non réalisé et que là, ils sont de retour à des 50, 80 000 $ de capital. Donc, il y a plus que la plupart des Français, donc on va pas non plus se plaindre. Non, mais bon, c'est dommage. Comme disaient des Anglais, des Américains comme Kobe ou quelques autres qui, eux, pareil, sont là depuis des années et sont archi multimillionnaires et tout ça. Ils ont déjà vu pas mal de choses depuis le temps. Quand on était à l'automne 2021, ils disaient
bah, lisez bien ce qu'on marque là maintenant. Je crois que c'était Kobe d'ailleurs ou un truc comme ça. Il disait l'argent que vous avez fait maintenant, c'est du life change money. Vous pouvez littéralement prendre votre femme, vos enfants et partir à l'autre bout du monde et être qui vous voulez et faire ce que vous voulez. Mais vous préférez continuer à investir dans des NFT rochers et mes couilles sur ton front, entre guillemets, pour être poli, et qui derrière ne vaudront plus rien demain. Et c'est exactement ce qui se passe à Ouais, chaque fois. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je veux dire, mais moi, c'est. je vais citer un compère assez connu, pas très loin, mais un cycle pour apprendre et un cycle pour s'enrichir. Et je pense qu'au final, Marc, quand il dit ça, il a raison. C'est que le rocher à 350 000 $ ou à 1 million de dollars, bah, tu le vends pas parce que tu te dis, tu perds la notion des choses. On a tous perdu la notion d'une certaine façon à ce moment-là. Et au bout du compte, tu vois, c'était même pas un NFT Rocher Suchard pour les soirées de l'ambassadeur, tu vois. C'était Non, rien, c'était un quoi. Tu caillou. vois. C'était un Pour ceux qui c'était n'ont une pas la, image d'un la caillou. référence, vous pouvez aller chercher sur Google Ether Rock et c'est Ether vraiment Rock. parti à plusieurs centaines d'Ethers. Ouais. Et le truc, c'est que on se rendait pas compte. Et je pense qu'en tout cas, tous les gens qui sont là maintenant, à mon avis, si on est dans les proportions, il y a une bonne partie qui a fait les erreurs dont tu parlais, c'est-à-dire qui a vu son portefeuille monter, faire x10, x20, x30, x50 pour certains, et puis redescendre au final peut-être à x5, x10 s'ils étaient là depuis un certain temps, mais qui ont compris la leçon et qui l'ont assimilé. Et la prochaine fois, le caillou, il va direct partir avec une fronde et puis voilà, pour être vendu sur les marchés, voilà quoi, à la vitesse de la lumière, quoi. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que ceux qui ont surfé sur cette vague-là, parce que les NFT, nous, on en a parlé quand il y a eu l'avènement de la DeFi, c'est-à-dire avant même que la première vraie vague NFT soit déclenchée. Donc, je dirais entre 2019, fin 2019, début 2020, peut-être dans ces eaux-là, on avait commencé à en parler, et même on avait fait les premiers NFT de la chaîne et tout ça. D'ailleurs, ça avait plutôt bien marché. Enfin, tout le monde était content. Et on avait fait des petits giveaways autour de Noël, le calendrier de l'Avent et tout ça. Et c'est vrai que quand il y a eu cette vague-là de 2021, personnellement, je ne l'ai pas du tout prise. Quand il y a eu les rochers, il y avait quoi? Il y en avait 4 autres collections qui ont surcartonné. Et il y a des gens, littéralement, même des personnes qui sont venues m'écrire en DM, qui m'ont dit j'ai jamais regardé les charts, je me suis jamais intéressé à aucun fondamental, et en étant dans des groupes comme ça qui diguaient les NFT, qui diguaient les volumes qui rentraient et qui suivaient tout simplement les trends de hype sur les NFT, il y a des gens qui se sont fait des 6 à 7 chiffres, mais les doigts dans le nez sur les NFT. Sauf que derrière, pour la majorité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais pris aucun profit. Et ça, ils ont surtout Ça, perdu c'est beaucoup. ça, Oui, ça, oui, c'est vrai. alors, Et surtout, c'était une communauté à part, tu vois, avec très peu de overlap, de gens en commun dans ces deux communautés. C'est-à-dire que tu avais des gens dans les NFT et qui ont leur propre conférence, encore aujourd'hui, qui ont leur propre communauté, leur propre chaîne YouTube, leur propre podcast, et qui, pour eux, la DeFi, la crypto, la décentralisation, le fait de monter des applications et tout, ça les intéresse pas. Tu vois, ils sont... pour eux, c'est OpenSea. Ou alors, pour les plus développés et ceux qui s'intéressent un peu au truc et qui veulent aller plus loin, ça peut être Floor, ça peut être SudoSwap, ce genre de choses. Mais on est vraiment sur un public qui est complètement à part, voire incompatible. Moi, je l'ai bien vu quand on a fait Lens à la AV Company. On a un petit peu des deux publics, du coup. On a le public crypto, entre guillemets, général, et le public NFT qui se retrouve un peu sur ce nouveau réseau social. Et parfois, c'est pas. Enfin, on sent que c'est pas la même culture, quoi. C'est pas la même culture, c'est pas la même vision. Ils sont pas là pour la même chose. Je suis pas du tout en train de dire il y en a un mieux qu'un autre, mais c'est tellement différent que c'est assez étonnant. Et au final, c'est simplement le fait que Ethereum, la BSC, etc. existent, qui ont fait que. non, mais les NFT et les NFT, c'était quand même particulier, moi j'ai trouvé. Il fallait quand même avoir du nez, vraiment s'intéresser, parce que il y avait beaucoup d'arnaques aussi.
C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de collections qui étaient pumpées, en fait, qui étaient du pump and dump à l'ancienne, en fait, mais sous une forme un peu nouvelle. Mais il y avait beaucoup de travail de marketing, de hype, de whitelist, de choses comme ça, pour très très peu de projets de qualité au bout du compte. Et ça m'étonne pas vraiment qu'aujourd'hui, tout soit un peu claqué au sol parce que vraiment l'art qui est derrière, il est bas de gamme, quoi. Il Ouais, est mais vraiment essayons de prendre du recul, parce que les NFT, moi je pense qu'il y a vraiment un avenir là-dessus. Les NFT En fait, ont un intérêt rapide. les NFT ont un cycle de retard par rapport aux cryptos en général. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus nouveau. Et en fait, là, ils ont vécu leur cycle qui était notre cycle. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des photos, des JPEG, qui est l'équivalent, moi je pense, que des tokens d'avant où tu achetais un PDF et tu investissais dans la token sale d'un PDF et que dans 99% des cas, tu gardais juste le white paper en PDF. Donc là, c'était un JPEG. Donc au final, c'est juste une extension de fichiers différente, mais on est à peu près dans les mêmes eaux au niveau du fondamental, c'est-à-dire pas grand-chose. Le prochain cycle des NFT sera très intéressant parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand tu apportes de la liquidité sur une swap V3, c'est un NFT. Et pourtant, c'est pas un JPEG et c'est une position de market making concentrée hyper intéressante. Tu peux aussi faire énormément de choses avec le standard 1155 qui est en fait un mini wallet. Il y a vraiment beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à produire, ce qu'on appelle les real world assets ou off-chain assets, où on peut représenter sous forme de NFT les biens du monde entre guillemets réel. Je pense que le prochain cycle, on verra des applications du NFT qui nous feront tomber de notre chaise. Donc, à ne surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais tu as raison, c'était vraiment Surtout, son premier quand cycle. on parle des NFT, c'est pas forcément que artistique en plus, hein. Il y a un champ d'application qui est complètement monumental et pas encore totalement exploré. Donc, moi, je suis assez d'accord sur tout le côté, on va dire, programmable du NFT en bien des aspects et ça devrait permettre de faire des choses plutôt sympas. Je vois du côté du chat que ça parlait de Cross the Edges. Pour rappel, comme je vois qu'on a encore 1055, si je dis pas de bêtises, on aura un live spécial ce mercredi à 17h30 avec Samy. Et d'ailleurs, ça y est, j'ai mon accès, mais je me suis toujours pas connecté. La journée a été longue. Donc demain, je ferai mes petits tests pour pas me faire humilier sur mes premières games. Mais voilà, on aura donc mercredi 17h30 Samy, le CEO de Cross the Edges, et on fera des petites parties et je pense que ça va être une belle découverte pour tout le monde. Bon, après, les aficionados ont déjà vu pas mal de démonstrations, dont hier, il y avait Asher, je crois, aussi, qui est passé. Précédemment, il y avait dû avoir Samy de Journal du Coin et quelques autres. Il faut faire un tournoi bientôt, quoi. Ouais, non, mais franchement, malgré le bear, ils ont su fédérer une sacrée communauté qui est très, très engagée. Et il me tarde de voir ce que ça va donner en pratique parce que monter un si gros projet dans une telle phase de désintérêt du marché crypto, je n'ose pas imaginer ce que ça aurait été si on avait été en plein bull run. Waouh! Ils auraient eu quelque chose de vraiment extravagant quoi, en termes de hype et tout ça. Donc là, on a une hype, mais pour les bonnes choses, tu vois, pas pour du flambi, je pense, du flambi de bull run en tout cas. Là, on est au bon endroit, au bon moment pour ce genre de projet. C'est difficile d'être pessimiste quand on a le merge et il y a 6000 personnes qui se déplacent, quand tu as des vrais projets et que du coup les gens se déplacent. Moi, j'ai du mal à dire que c'est la fin du monde et qu'on retourne au Moyen-Âge quand il y a des occasions où il y a des vrais fondamentaux et ça intéresse encore les gens. Tu vois. Donc, je suis pas particulièrement pessimiste. Il y a un dernier truc auquel je voulais aborder sur les NFT, c'est tout ce qui est Soulbound Token, ce qui est un truc qui a été mis en avant par Vitalik Buterin. Et ça aussi, c'est un champ d'application des NFT. Donc, c'est des tokens qui sont et qui sont liés à une adresse qui est hyper intéressant. Et c'est un alpha leak dans l'émission. A priori, vers la fin de la semaine, début de semaine prochaine, on sort un produit là-dessus.
Donc ce ne sera pas des JPEG, quoi qu'on pourrait faire des JPEG avec, mais ce sera une application des NFT qui est non spéculative, mais intéressante. Bonne petite pilule qui est sortie de nulle part, là. Ouais, qu'on a. En fait, c'est une pilule de... Vous pouvez pas gagner d'argent dedans, mais ça peut être intéressant, vous verrez. En tout cas, directement, vous gagnerez pas d'argent. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ouais. Lié par l'âme. Lié par l'âme. C'est-à-dire que normalement, c'est un NFT que si tu veux le mint, tu dois mettre une goutte de sang sur la touche. Quand Voilà. Ouais, ça, ou sur le ledger, tu vois. N'imprégnez pas votre ledger dans le sang, c'est dégueulasse. Et puis, vous allez voir un psy plutôt. Hein. Bon, on va prendre une ou deux dernières petites questions. Si vous avez des questions, je sais pas, d'ordre général sur la chaîne, sur les métriques. Tiens, on n'avait pas parlé des métriques depuis pas mal de temps, mais elles sont toujours au plus bas sur YouTube. On continue de chercher du pétrole et de creuser, donc toujours pas de reprise en vue, ce qui est normal, hein, vu le momentum en ce moment qui est très pessimiste. Les ETH stakés seront libérés quand? C'est petit à petit, c'est dans 6-12 mois. C'est la mise à jour Shanghai, jamais. Mais c'est vrai, ils seront jamais libérés. En fait, ils seront libérés, mais à ce moment-là, tu vois, tu n'auras plus besoin de les vendre. Alors, non. Alors, là où tu as raison, c'est qu'ils ne peuvent pas tous être libérés d'un coup. C'est-à-dire que les Ethers qui sortiront du staking seront très probablement remplacés par d'autres qui rentreront. Donc un peu le stock d'Ethers stakés, il peut baisser, mais il est attendu et même plutôt probable qu'il ne fasse qu'être stable, voire augmenter. Donc ça, c'est vraiment une chose. Là, c'est dans la mise à jour qu'on appelle Shanghai 2023. Probablement, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes sur la mise à jour Shanghai qui vont rentrer dedans, notamment pour l'inclusion des layers 2. Je pense qu'on fera un sujet directement dessus parce que c'est très technique, mais je pense qu'il y a beaucoup d'alpha pour ceux qui veulent s'y pencher. Et c'est... Oui, vas-y, pardon. Non, vas-y. Je vais juste partager. Allez, on finit là-dessus. Et du coup, voilà, ça va permettre aux gens qui le souhaitent de rentrer dans une file d'attente pour unstaker. Et si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 1000 slots de 32 Ethers qui peuvent rentrer sur Ethereum. Et a priori, la sortie, ce sera pareil. Donc, 1000 slots de 32 Ethers qui peuvent sortir par jour. On peut finir avec un peu d'opium quand même. Il y a beaucoup de gens qui crisent parce qu'il y a les Ethers qui montent. Si on peut simuler le Proof of Work, j'ai vu. On a quand même moins. Hein. Vous voyez, hein, c'est 20 fois moins, quoi. On a divisé par 20. Là, on était en Proof of Work, donc c'est à peu près ce qui se passait en temps normal. Et là, on est là. Donc, on a quand même de quoi être relativement optimiste. Hein. En termes d'Ethers, voilà, on passe de 3000 versus 57 000. Donc, ça reste quand même assez intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, on pensait que ça deviendrait déflationniste. » Alors, effectivement, on est un petit peu… Il faut attendre encore un peu qu'il y ait plus de transactions aussi. Parce que là, en ce moment, le réseau, on passe des transactions pour $1. On ne va pas se plaindre de passer des transactions pour $1. Mais bon, quand on les passera à $100, ça voudra dire qu'il y a un sacré pool d'Ether qui disparaissent chaque jour, quoi. Très clairement. Et moi, je suis prêt à parier. Hein, d'ailleurs, vous pouvez clipper, c'est enregistré, ce sera sur YouTube. Je suis prêt à parier que dans un an, sauf s'il y a des bombes atomiques qui ont sauté, mais là, de toute façon, Ethereum, ce ne sera pas notre problème. Dans un an, il y aura moins d'Ether qu'aujourd'hui. C'est un pari qui est assez facile à faire parce que là, en ce moment, il ne se passe rien sur le réseau. On a des coûts qui sont, comme tu l'as dit, CM très bas. Il suffit que ça se réveille et il n'y a pas besoin de beaucoup de périodes d'activité quand ça rebrûler les quelques milliers d'Ethers qui ont été créés depuis une merge et repasser dans le négatif. Ouais. Là, tu vois, ça prévoit quand même une montée, entre guillemets, une montée un petit peu. Donc, on a eu une montée jusque-là. Là, ça nous dit que ça devrait commencer à décroître. Et on voit que, par exemple, là, on est en janvier 2023. Si on va voir dans un an, comme tu disais, là, en septembre, voilà, fin septembre, en projection, on est à 118 millions.
Alors, sont disponibles. CryptoPassion qui pose une question très importante. Oui, il y a une phase d'attente. Comme j'ai dit, il y a un petit peu 1000, il y a de la place pour des nouveaux nœuds validateurs pour environ 1000 slots par jour. Donc, si tu veux staker 32 Ethers, par exemple, avec un DAppNode, il faudra que tu attendes. Moi, ça a pris 24 heures parce qu'il n'y avait pas encore énormément de files d'attente. Je crois que depuis le merge, la file d'attente a augmenté. Donc, peut-être qu'il faudra attendre un petit peu Je sais pas si mais, on peut avoir- mais pour l'instant, c'est pas hallucinant. Pour l'instant, ça se bouscule pas au portillon pour aller staker. Donc, c'est la bonne période un petit peu dans le truc. Mm. Si tu as la chance d'avoir 32 Ethers. Sinon, STI et Rocket Pool, il y a juste un échange à faire sur OneInch ou sur les plateformes d'échange. Il y a pas d'attente en particulier. Ça se stack immédiatement. Et puis voilà aussi pourquoi ça brûle moins et qu'on n'a pas la déflation attendue. Hein. Quand on voyait qu'Uniswap V3 est premier de la liste avec 73 Ethers brûlés, je vous rappelle que des fois, on avait des mints de NFT de l'enfer où les gars, en l'espace de 10 minutes, arrivaient à nous brûler 1000 Ethers, quoi. Clips sur la time frame pour avoir un truc à 1 an ou all time, tu vas voir OpenSea et des chiffres hallucinants, quoi. Là, on est à 30 jours, 410 jours. Voilà, OpenSea a cramé quand même 230 000 Ethers en un an, en un peu plus d'1 an. Donc, c'est juste énorme, quoi, ce qui s'est passé, sachant qu'après, on a des choses comme ça qui sont des transferts de soit du swap, soit des on a encore de l'OpenSea, ça c'est pour. Donc là, on est à 300 000 Ethers et OtterDeed, voilà. Et puis si on continue. Il y a encore du OpenSea ici à 34 000. Voilà, et puis des Axie Infinity, des OpenSea encore. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de. Il y a eu beaucoup de burn qui étaient dus à ça, quoi. Et voilà la gueule de la supply, la projection à 200 ans, parce que quand on fait bien les choses, on les fait bien. Donc voilà, sachez que vos arrière petits-enfants, en 2222, n'auront plus que 42 millions d'Ethers en circulation, soit 3 fois moins qu'aujourd'hui. Donc un Ether à 3 000 $. Voilà, on peut clôturer là-dessus. Que c'est difficile à prédire et que, bon, voilà, on va pas se baser là-dessus. Autant parier sur, demander à Madame Irma. Ouais, voilà. On terminera peut-être avec la question de Fugazi qui demandait pour Axelar. Donc, je vais mettre le lien directement dans le chat, axelar.network. Le token arrive dans les prochains jours. Et pour moi, c'est un des projets 2022-2023 les plus intéressants d'un point de vue technique. On est sur du cross-chain. Multiplateforme, Avalanche, Cosmos, Ethereum, Polkadot, Osmosis, Secret Network, Moonbeam et plein d'autres au niveau des partenariats. Globalement, ça va être poussé sur la galaxie de Atom Cosmos, mais il y aura directement aussi le token qui pourra être bridgé pour le côté Ethereum. Au niveau des tokenomics, je ne suis pas repassé dessus récemment, mais tout à l'heure, je crois avoir vu sur le Discord ou ailleurs qu'au départ, on serait sur une valuation autour de 40 millions, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que ce n'est pas 40 milliards, mais ça me paraît complètement fou, je ne pense pas. Donc, ça doit plutôt être 40 millions que 40 milliards. Mais il y a un scénario où j'achète et l'autre, pas vraiment. Oui, voilà. Non, mais c'est ça. Dans 40 milliards, ça me paraît complètement farfelu vu le moment et ça le pousserait bien trop au market cap. Donc, non, clairement pas. Oh, de toute façon, s'ils lancent à 40 milliards, ils vont se retrouver à 40 millions assez vite. Ouais, on est d'accord. Donc, non, ouais, faut que je repasse dessus pour pas dire des bêtises, justement, et pas voilà, savoir de quoi je parle au niveau du tokenomics en particulier. Mais c'est vrai que pour le projet et pour l'avoir suivi, je suis abonné à une newsletter petit à petit, on reçoit les mises à jour et tout ça. Franchement, ouais, c'est bien foutu. On a Sergei, je sais jamais les noms en russe, qui avait développé et participé précédemment déjà à plusieurs autres gros projets. Sergei N, c'est Gorbunov. Non, c'est Sergei Gorbunov, voilà. Gorbunov. Donc, Sergei Gorbunov qui avait participé, si je ne dis pas de bêtises, précédemment à
tac, 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 on est sur les membres fondateurs de Algorand. Donc, ouais, en fait, on peut considérer ça en équivalence à un peu quand le cofondateur de Ethereum est parti sur Polkadot en termes de qualité de projet. Après, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que ça va pas donner? Ça, pour l'instant, j'en sais rien. Ça reste purement spéculatif. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau des backers, on a immédiatement du Coinbase, on a du Dragonfly, Capital, Pantera et Binance. Donc, autant vous dire qu'il va être listé partout et que voilà, normalement, ça devrait pas mal se passer d'un point de vue de la liquidité. Donc, j'attends de voir. Comme d'habitude, au début où le token va être listé, le prix va faire tout et n'importe quoi, et d'autant plus qu'on est en bear. Donc, je ne m'attends pas à des miracles, mais c'est un projet que clairement, je vais suivre pour la suite. Et voilà. Pour faire le petit point sur Axelar, ça fait un bon moment qu'on n'en avait pas parlé. Moi, je pense qu'ils ont levé pas mal de sous au bon moment. Je crois que c'était l'une des levées de fonds les plus hypées à l'époque. Ce qu'ils font, c'est de l'infrastructure qui est très très importante, dans le sens où, surtout dans l'écosystème Cosmos, je pense que vous avez compris que quand il y a plein de blockchains, c'est pour les relier entre elles et faire passer des messages de l'une à l'autre. C'est juste absolument essentiel comme infrastructure. Et étendre ses compétences en dehors de ça, c'est très important également. Cependant, on n'est pas dans une phase de marché sympa. On est sur quelque chose qui est extrêmement complexe, qui prendra du temps à être mis en place, qui prendra du temps à se développer. Franchement, personnellement, gardez-le dans le radar, mais il y a des investisseurs qui sont probablement rentrer à une valuation très très haute. La valuation de sortie, je ne sais pas à quel prix elle sera, mais elle sera peut-être pas hyper sexy pour ces investisseurs. Vaut mieux prendre un petit peu son temps, le garder sur le radar, faire ses devoirs et chercher un point d'entrée. Je suis pas du tout chaud de courir après le token tout de suite dès sa sortie personnellement. Non, le bear market est encore long et je pense qu'effectivement, il y a moyen que. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, on l'a vu sur les airdrops encore plus ces derniers temps, etc. Mais tout est vendu, quoi, systématiquement. La plupart des gens veulent faire du stable pour pouvoir repartir quand la tendance aura changé. Donc voilà, faites attention à vos fesses. Ne courez pas forcément après le prix en règle générale. Surtout au début. Ouais, et Golden Junior pose la question sur le token Starknet. Je vais pas me faire que des copains, mais je pense que la situation est bien pire dans le fait que Starknet et Starkware, ils font des produits, mais c'est top of the line, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais je n'ai pas le chiffre exact, mais on parle d'une valorisation à près de 10 milliards sur la dernière levée de fonds. Les gars, dans le marché actuel, il n'y a pas grand-chose qui vaut 10 milliards. Et même si Darknet, c'est génial, ça vaudra 10 milliards un jour, ça j'en suis persuadé. Mais aujourd'hui, si ça devait sortir maintenant, ça ne vaudra pas 10 milliards. Et clairement, ça c'est le genre de token, c'est de l'or. Mais on va attendre un petit peu, quoi. Mais pour l'instant, il est encore dans le mercure, quoi. Voilà, donc, exactement. C'est un peu comme il faut chercher le bon point d'entrée, quoi. Quand on avait eu les trucs comme Moonbeam, le Glimmer et tout, pareil, il s'est pris une méga tolle et il a eu le malheur de pop au début du bear market, alors que c'est un truc qui, je suppose, si Polkadot continue de se développer positivement et tout ça, au prochain cycle, il devrait quand même faire son premier vrai bull run. Et en fait, c'est des tokens qui restent à risque malgré tout, mais qui sont les tokens qui peuvent offrir un rendement qui est assez conséquent par rapport à des trucs qui ont connu 1, 2, 3 cycles déjà. Donc voilà, c'est la partie à risque du portefeuille, mais je trouve que c'est aussi la partie où il y aura des petits trucs à surveiller. Et, bon, après, ça représente le petit pourcentage de fonds de portif pour un DCA potentiel, mais bon, ça reste voilà, assez risqué aussi. Donc, comme d'habitude, il faut mettre en balance le ratio risque-récompense, hein, tout simplement. Et surtout, valorisation. C'est pas parce qu'un projet a des super fondamentaux que sa valorisation est correcte. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive de vendre des choses qui sont très bien, mais quand je pense que le marché donne un premium beaucoup trop important, un premium spéculatif beaucoup trop important à l'actif. Alors parfois, je me fais insulter parce qu'on me dit « mais pourquoi tu as vendu ça, espèce de bâtard, tu nous as trahis, etc. » Mais quand le truc... Enfin,
est valorisé par le marché à 10, alors que objectivement, il en est en alpha, sa première phase de marché, ça se développe, même si l'équipe est géniale et tout, bah, je préfère prendre quelques profits à 10 pour pouvoir en racheter plus quand ce sera valorisé par le marché dans quelque chose qui se rassemble sur les fondamentaux actuels, c'est-à-dire plus à 3 ou 4. Alors bien sûr, je dis des chiffres au hasard, mais faites attention à vous là-dessus. Et en fait, les tokens, c'est si vous arrivez à avoir un point d'entrée plus bas, vous en aurez plus. Et si vous avez raison dans votre investissement long terme, ça fera plaisir d'en avoir plus quand ça vaudra vraiment une valorisation importante. Ouais, toujours raisonner en termes de capitalisation, ça peut aider et même à pas perdre les pieds ou la tête en cours de bull run pour se rendre compte au moment justement où il y a des trucs qui valent beaucoup trop en termes de décorrélation vis-à-vis du fondamental par rapport à, comme tu avais dit Manu, une fois que tu avais rencontré une team, on n'a pas de nom à donner ou quoi que ce soit, mais que c'était 2-3 petits jeunes de 18-20 ans et qui pesaient déjà je sais plus combien et que tu t'étais dit ah non mais là c'est trop. Non mais des fois les gens peuvent être doués, mais des fois tu te dis attends, il peut pas y avoir 5 milliards qui reposent sur la tête de ces 5 individus qui peuvent du jour au lendemain décider que ils ont envie de faire autre chose, ou même j'en sais rien, tu vois, il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc des fois, l'évaluation était un peu, on va dire, fantasque. Mais d'ailleurs, je crois que vous l'aviez dit vous-même, même pour AAV, Compound et d'autres trucs, au moment où la DeFi était en plein boom, il y a un moment où même vous le disiez que tout avait trop pris et que c'était sûr qu'à un moment donné, ça allait se prendre la douche froide comme n'importe quel domaine. Et finalement, on l'a eu en avance par rapport au reste d'Uber, puisque la DeFi a pris plus cher plus tôt dans le cycle. Ouais. La DeFi, on va rentrer dans la deuxième année du bear market, là, bientôt. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on est rentré dans la deuxième année du bear market de la DeFi, ce qui est plutôt pas mal, parce que les fondamentaux ne font qu'augmenter. Donc à un moment, après, vous connaissez mes biais personnels, je travaille dessus, c'est mon domaine. Moi, je pense qu'actuellement, on est dans une situation où il y a pas mal de choses qui commencent à être sous-évaluées et du coup extrêmement intéressantes. Et voilà. Après, il y a des trucs qui étaient surévalués, qui ont perdu beaucoup et qui ont encore beaucoup à perdre parce qu'ils n'ont toujours pas de fondamentaux. Donc ça, on vous laissera faire vos propres recherches, mais suivez mon cœur. Pas bien de parler mal de la concurrence. Bon, sur ce tacle glissé à la gorge, mais caché, comme une divergence. Un tacle à la gorge. Une divergence cachée. Je pense qu'on a fait le tour. Ça fait 1h30. Donc, on vous remercie tous. On se retrouve pour le replay demain sur YouTube. Mais normalement, j'étais censé faire une émission normale parce que on voulait parler notamment, donc j'en touche un mot maintenant pour ceux qui veulent aller voir, j'avais poussé les NFT de Carrefour, du groupe Carrefour, qui en gros participe avec une ONG, si je dis pas de bêtises, pour essayer de sauver des ruches, des abeilles et tout ça. Donc c'est un truc plutôt tourné vers la nature. Il y a des personnes que ça intéressera, d'autres non. Mais voilà, on en parlera soit demain, soit après-demain sur YouTube, sachant que demain, normalement, je ne suis pas là pour des raisons personnelles. Donc soit demain, vous aurez le replay de l'émission d'aujourd'hui et on se retrouvera que mercredi, soit l'inverse du coup. Et mercredi aussi, j'aurai une petite annonce à vous faire du côté de Realty qui vont pousser une belle mise à jour. Donc un mercredi qui sera chargé puisqu'on se retrouvera aussi à 17h30 pour le live de Cross the Edges avec Samy, le CEO, pour des parties endiablées et j'espère ne pas me faire trop malmener parce que je suis un mauvais perdant. Alors si vous voulez me voir rager, je pense que ça vaut le coup mercredi 17h30. J'aime pas perdre
Ouais. Moi, j'ouvre. Il faudrait la plateforme de Paris. Je vais parier contre toi, CM, parce que a priori, t'as jamais joué au jeu. Je te connais, t'as pas du tout le Ah, je temps. savais Sur pas que t'étais Augure, un Je sais que on va t'aimes rageur. ouvrir bien, un pari sur Augure. mais voilà, je vais ouvrir un pari contre toi. On se trahit. Petit coup de couteau dans le dos. Bon, bah, du coup, on vous donne rendez-vous dans les prochains jours et surtout mercredi. Et passez une bonne soirée. Merci Marc et Manu. On va faire un raid du côté de Crypto Logique. Et ben voilà, on vous dit à plus tard. Passez une très bonne soirée et à plus. Salut. À plus. Ciao.